Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui, ce qui vient en somme récompenser le travail de 9 mois de 16 membres de cette commission, issus de tous bords politiques, et je souhaite les remercier de leur travail et d'en profiter pour réellement les remercier. La première conclusion qu'on peut faire, c'est que l'eau est un sujet qui passionne. L'eau est source de vie, elle est source d'économie, elle est source de paix, et elle est dans certains cas un enjeu géopolitique. Si tout à l'heure vous n'avez pas voulu nous citer quelques chiffres, je vais quand même en citer quelques-uns. C'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité que l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique est réellement visible. Nous avons conscience qu'au cours du 21e siècle, c'est le GIEC qui le dit, la température va augmenter entre 1 degré et 6 degrés. Les impacts sont déjà visibles et ces 30 dernières années, c'est 11% de la population européenne qui a connu des problèmes de rareté de la ressource tout au long de l'année et près de 23% durant les périodes estivales. Ces chiffres en 2030 seront portés à 30% pour l'un et 45% pour l'autre. En 2017, je tiens à le rappeler également, 84 départements étaient en arrêté de sécheresse. Certains d'entre eux le sont restés jusqu'au 31 décembre 2017. Les derniers épisodes pluvieux de ces dernières semaines démontrent également que le rythme et la fréquence des précipitations ont changé et qu'il va falloir s'y adapter d'une manière drastique. Nous devons également nous préoccuper de ne pas subir le changement, mais surtout à anticiper et en tirer les conséquences. Monsieur le ministre, je pense à ce stade que nous ne pouvons plus parler de petits et de grands cycles. Ils sont interdépendants et les solutions que propose notre rapport vont dans ce sens. Il y a une urgence et les solutions doivent être d'une ampleur sans précédent. L'ensemble des acteurs que nous avons rencontrés sont prêts. Ils sont force de proposition et attendent énormément du travail entrepris à votre initiative sur les assises de l'eau. Il nous semble dommage que ces assises ne débouchent que sur un énième plan anti-fuite, alors que tout reste à faire. Ces assises doivent déboucher sur un plan massif, global et porté sur l'avenir. Notre rapport est force de proposition en ce sens. Parmi elles, vous trouverez des préconisations sur les retenues permettant le maintien des étiages, déjà indispensables dans certaines régions de notre territoire, sur le reuse, réutilisation des eaux usées, car sur ce sujet, il faut arrêter l'hypocrisie. Si nous sommes encore au stade expérimental dans d'autres pays, eux sont passés à la vitesse supérieure, et aujourd'hui, 2 avocats sur 3 que le consommateur français mange viennent d'Israël et sont arrosés par le biais de reuse. Nous préconisons un plan massif d'investissement, la mise en place de water tests dans les communes. Nous nous demandons aussi qu'il n'y ait plus de surtransposition de directives européennes. Enfin, vous l'avez compris, nous avons bon nombre de propositions à vous faire et un quinquennat n'y suffirait pas. Alors, Monsieur le Ministre, j'espère que le rapport ne restera pas sur une étagère et je souhaite savoir quelles sont vos propositions concernant un plan national définissant les zones prioritaires pour les réserves multimodales. Comment envisagez-vous au sein de votre ministère la mise en place du reuse sur notre territoire? Et enfin, afin de gagner en efficacité, pourrions-nous envisager de fusionner les agences de l'eau et l'AFB afin d'avoir une gestion globalisée de la ressource et gagner du temps sur les grands projets? Monsieur le ministre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les acteurs sont prêts, les solutions existent, la technologie est là, donc à nous de jouer. Je vous remercie. Merci Loïc. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous laisse répondre au rapporteur avant de passer aux questions. Très bien. Essayez de passer un petit peu en revue les commentaires, les préconisations, les remarques qu'il y avait dans votre rapport. Je vais probablement en oublier quelques-unes et après je reviendrai plus précisément aux questions que vous venez de poser. Il y a des choses sur lesquelles je suis très favorable et sur les propositions, les orientations de votre rapport. Je vais commencer par celle avec laquelle je suis favorable et puis après celle pour laquelle pour l'instant on n'est pas forcément enfin. Vous demandez un plan national de gestion des eaux pluviales. Ça, évidemment, je ne peux que y souscrire si on intègre les adaptations fiscales et réglementaires qui vont permettre de lutter, comme on a commencé à s'y engager, contre l'imperméabilisation des sols, dès lors qu'on va clarifier les compétences entre les différents acteurs, notamment les collectivités locales et les gestionnaires de réseau. Bon, c'est un sujet sur lequel on s'est déjà mobilisé, mais il faut qu'on aille plus loin. Dans cet esprit, le plan biodiversité, je l'ai dit tout à l'heure, prévoit des mesures pour lutter contre l'imperméabilisation. Le rapport gestion des eaux pluviales, 10 ans pour relever les défis, qui a été élaboré par le Conseil général du développement durable,
qui dépend donc de notre ministère, et qui a été diffusé en avril dernier, me semble être une base intéressante pour élaborer une feuille de route pour le gouvernement. Le sujet, d'ailleurs, va être au cœur, et je rappelle, puisque ça a été évoqué comme un doute, au cœur de la seconde séquence des assises de l'eau, qui là vise à appréhender les questions de l'eau dans un contexte global. Les assises ne se résument pas simplement aux fuites sur le réseau. Dans le rapport, vous souhaitez une politique plus volontariste de réutilisation des eaux de pluie. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, votre rapport il est très critique sur les scrupules sanitaires français en matière d'utilisation des eaux de pluie. Je n'arrive pas à comprendre, mais je ne vais pas m'en tenir là. Moi-même, il y a quelques années, quand j'étais président d'une fondation, j'avais ouvert une école en Bretagne Sud et nous avions à la construction mis un double réseau d'eau, et notamment l'utilisation des eaux de pluie pour les toilettes. Et je pensais que le problème était réglé avec la DAS. Et en fait, le problème n'est toujours pas réglé. Donc voilà un sujet sur lequel il faut absolument qu'on avance. Donc j'en prends acte et j'ai demandé vraiment, notamment à Agnès Buzyn, de nous aider dans ce domaine-là, parce que là, je veux bien qu'on soit prudent, mais enfin, ça tombe dans l'excès. Il y a un moment, il faut... Voilà. C'est pas une solution miracle, hein, mais c'est un complément, comme la réutilisation des eaux usées dans certaines activités. En tout cas, ça doit mobiliser une palette de solutions, au premier rang desquelles il en vaut de l'eau comme de l'énergie. Il faut économiser l'eau, mais ce sujet-là de l'utilisation des eaux de pluie est un outil qu'on doit exploiter. C'est déjà possible, je l'ai dit tout à l'heure, pour certains usages, mais pas pour tous. Et je compte donc très rapidement vous faire un compte-rendu des retours que Agnès Buzyn nous fera dans la perspective des assises de l'eau, et de voir comment on peut limiter les restrictions sanitaires au développement de l'utilisation des eaux de pluie, mais aussi de la réutilisation des eaux usées. Voilà, tout ça, c'est évidemment un préalable pour moi nécessaire avant que d'analyser si tel ou tel usage, par exemple, vous avez proposé de rendre obligatoire un système de captage des eaux de pluie pour les nouvelles constructions. On verra à l'issue de ces réflexions si ça peut être promu ou non. Protection des captages prioritaires d'eau potable. Vous avez cité dans votre rapport l'exemple de Lons-le-Saunier, que tout le monde connaît comme un cas d'école, où la collectivité effectivement fortement encadrait l'activité agricole. Et je pense que cet exemple peut être totalement généralisé parce qu'il n'est pas spécifique à Lons-le-Saunier, et donc ça doit pouvoir inspirer l'ensemble des collectivités. Ça va dans le sens de notre politique de protection des captages. 10% des 33 000 captages sont contaminés par des nitrates et des pesticides. Et force est de constater qu'on a du mal à progresser sur ce sujet, parce que quand nous avançons, c'est bien parce que les collectivités, elles, sont mobilisées pour protéger les ressources. Donc là, on a vraiment besoin de s'allier avec les collectivités. Il y a un important travail d'analyse des freins et des propositions de levier qui a été conduit depuis maintenant presque 2 ans par le ministère, avec les parties prenantes et les différents ministères, notamment l'agriculture et la santé. Je souhaite que sur ce sujet, on puisse vraiment passer dans un changement d'échelle dans la seconde séquence des assises de l'eau. L'encouragement aux projets de territoires globaux sur la ressource en eau, là, votre rapport, je crois, coïncide avec les conclusions de la mission confiée au préfet Biche. Celui-ci préconise en particulier que la notion de projet de territoire qui prévalait depuis juin 2015 comme seul critère d'accès aux aides des agences de l'eau soit élargie comme modèle de construction, gouvernance d'un projet de création de réserve. L'instruction de juin 2015 est en cours d'actualisation par nos services, là pour faire en sorte de mobiliser les projets en ce sens. Rapidement, l'obligation de déclarer les forages domestiques par les foreurs. Là, vous savez, ou en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, qu'une réflexion est conduite par le ministère qui va complètement dans le sens de votre rapport, puisqu'elle vise à une beaucoup plus grande responsabilisation des foreurs et donc de pouvoir les agréer. Alors là où je suis juste plus réservé, mais ça mérite discussion, concernant d'autres points de votre rapport indique que le soutien d'étiage est une nécessité pour maintenir une quantité minimale dans les cours d'eau nécessaires à la vie. Ce type de mesure, il est pratiqué via quelques très grands barrages. Je pense notamment à Nozac, qui est à 190 millions de mètres cubes. La généralisation, elle ne me semble pas forcément souhaitable. Les cours d'eau, comme vous le savez, ils ont besoin des alternances, ils ont besoin pour plein de raisons, des trop-pleins en hiver et des étiages en été. Et la biodiversité, elle est adaptée à ces évolutions et elle devrait s'adapter aux évolutions du climat. Construire des retenues et artificialiser cette évolution,
n'est pas toujours souhaitable pour la biodiversité, donc il faut le faire avec beaucoup de précautions. Concernant les micropolluants dans les eaux usées, le rapport, lui, n'écarte pas la solution de traitement complémentaire en station d'épuration. Au curatif, je pense qu'il faut privilégier plutôt le préventif et faire en sorte que les quantités de micropolluants qui rejoignent les eaux diminuent. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure sur la Méditerranée. Là encore, je souhaite aussi exploiter toutes les possibilités en liaison avec le cabinet d'Agnès Buzyn. Je considère que sur ce sujet, d'autres pays sont plus offensifs que nous, par exemple avec une distribution des médicaments en vrac. J'ai soumis cette idée à Agnès Buzyn très récemment parce que je pense qu'elle a des vertus à la fois environnementales et même économiques, mais pour l'instant, ça n'a pas eu l'air de remporter une adhésion spontanée.